Ok, on vous remercie d'être présents aussi nombreux pour notre webinaire sur l'actualité du décret tertiaire. On va commencer par se présenter. Je suis Viviane, je suis directrice adjointe du pôle énergie management chez Adviseo. Je place Clément Metzger pour ce webinaire et je suis accompagnée par Florian qui va se présenter. Oui, moi je suis Florian, donc je travaille dans l'équipe de l'énergie management et je suis référent décret tertiaire et décret BAX aussi dans l'équipe des énergie managers. C'est pour ça que je participe à ce webinaire. Allez hop, on est parti. Ok, donc juste pour revenir sur notre entreprise, Adviseo accompagne des clients sur tous les sujets énergétiques. On passe de l'audit énergétique à la sobriété de l'exploitation, on fait de l'installation de GTB et on fait aussi de la déclaration au décret tertiaire. On est actuellement 130 collaborateurs, dont 60 énergie managers. Adviseo accompagne aujourd'hui plus de 120 collectivités territoriales. On accompagne également des entreprises privées pour l'optimisation de toutes les consommations énergétiques de leur parc immobilier. Aujourd'hui, on a une expertise qui est reconnue sur le décret tertiaire. On accompagne plus d'une centaine de clients sur l'optimisation et la stratégie des déclarations, ainsi que la stratégie sur la déclaration sur Opérate. On a déclaré plus de 17 000 EFA pour le compte de ces clients-là. On suit également ces bâtiments sur notre plateforme Savvy. Du coup, on vous a proposé un plan en 3 temps. On va parler des actualités du décret tertiaire, les zones d'ombre qui sont toujours en attente de réglementation. Et enfin, on va vous proposer une stratégie à mettre en place. Je vais laisser du coup Florian parler de l'actualité. Des actualités. Allez, c'est parti. Une belle photo de Jean-Mathieu. Dédicace. Donc, les actualités d'Opéra. L'idée, c'est de vous parler un petit peu de ski. Ah, il y a des mains qui se lèvent. Non. N'hésitez pas d'utiliser le module, c'est le module qui s'appelle QNR, questions et réponses en haut, si vous voulez poser vos questions. C'est plutôt là-bas que ça se passe. Donc, là, l'idée, c'est que je vous présente un petit peu les actualités de ces derniers mois, de ce qui s'est passé sur Opéra, des nouveautés. Donc, je voulais commencer par vous parler de la possibilité de renseigner tous les indicateurs d'intensité d'usage, les IIU. Donc, vous savez, les intensités d'usage, ce sont globalement des moyens pour vous de définir quelles sont les spécificités de votre activité et donc l'intensité qui en découle, et de pouvoir dire, attendez, moi, mon usage il est plus intense que la moyenne, donc je peux le décrire dans mes IIU. L'idée, c'est qu'il y a un certain nombre d'indicateurs par type d'activité, donc par type de surface. Je vous en ai mis quelques-uns là, juste à titre d'exemple. D'ailleurs, je ne le vois pas très bien. Et dans l'idée, c'est... vous voyez, en fait, globalement, il y a une valeur étalon, c'est la colonne qui est un petit peu au milieu. Et à droite, donc, il y a la valeur que vous pouvez rentrer. Donc, principalement, ça se passe beaucoup sur les horaires. Donc, même quand vous mettez une valeur par défaut, d'ailleurs, vous pouvez à minima, changer vos horaires. Mais après, il y a d'autres indicateurs qui sont plus ou moins pertinents, enfin, en tout cas pas pertinents, mais plus ou moins impactants sur l'intensité. On en reparlera un petit peu après. Et vous voyez, typiquement sur les bureaux, ça va être telle surface. Non, attendez, j'ai pas 18 mètres carrés pour mes bureaux, mais j'ai plutôt en moyenne 15 mètres carrés, donc c'est plus intense. Là, j'ai des réserves, par exemple, pour des réserves, voilà, j'ai des translations motorisées. Enfin, voilà, il y a vraiment des indicateurs dédiés à chaque usage. Donc, voilà, donc ça, normalement, toutes les surfaces sont capables maintenant de recevoir des indicateurs d'intensité d'usage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi la variation climatique. Donc ça, vous le savez peut-être. Donc il y a les déclarations de consommation brute. Donc vous, quand vous déclarez, vous dites je consommais tant de kilowattheures par mètre carré par an. Et ensuite, vous cochez est-ce que mes surfaces sont chauffées et ou refroidies. Et donc, en fonction de ce que vous avez coché, l'Opéra va calculer automatiquement, selon une règle dédiée, l'impact de la rigueur climatique sur vos consommations. Donc, en gros, l'ajustement climatique, de dire est-ce que c'est normal que vous ayez beaucoup chauffé pendant cette année-là. Donc, ça se passe avec les DJU et les DJF, ça se calcule en fonction de ça. Donc, c'est des moyennes des degrés jours unifiés.
Et voilà, donc en fonction, eh ben, ça vous donne une valeur qui sera en fait celle-là, c'est cette valeur-là qui sera prise en compte, cette valeur de variation avec la variation climatique. Donc on le voit sur le pas de pointeur là. Bref, en tout cas, on le voit sur la petite image du haut. En dessous, ah, on voit la souris. Ah bon, super. Donc voilà, on voit sur cette ligne-là. Et donc on voit que c'est ajusté. Et donc cette valeur-là, elle est utilisée aussi on la voit aussi dans le nouvel onglet, ça me fait ma transition d'ailleurs, objectif. Donc l'onglet objectif, c'est là où, donc ça c'est ce qui était le plus attendu à mon sens. Donc on a une vision de tous les objectifs. Et donc les valeurs qui sont affichées là sont celles qui sont donc corrigées du climat. Donc qu'est-ce qu'on a dans ces objectifs? On a tout ce qu'il faut, hein. Donc c'est-à-dire qu'on a la valeur absolue, l'objectif absolu qui est toujours en haut, et l'objectif relatif qui est en bas, comme on peut le voir ici. Et donc, globalement, Opera va évidemment sélectionner par défaut, donc en tout cas afficher en gras, la valeur qui est la plus intéressante pour vous. Et à gauche, donc, vous avez la dernière consommation, qui est donc celle qui est ajustée du climat. Voilà, donc là vous avez normalement tout ce qu'il faut. Ah oui, une petite parenthèse sur le fait que l'objectif relatif, je sais pas forcément très clair pour tout le monde, je voulais juste préciser ça, sera défini donc de manière finale, on va dire, en 2027. Donc septembre 2027, c'est vraiment la deadline pour choisir votre année de référence, enfin choisir votre année de référence entre 2010 et 2019. Mais de toute façon, gardez bien en tête que Opera, à la fin, va sélectionner automatiquement ce qui est le plus intéressant entre cette fameuse année de référence que vous aurez choisie, 2021, 2020 et 2022. On va plus le faire dans l'ordre. Et voilà, donc c'est déjà le cas d'ailleurs. Opera choisit déjà la meilleure année de ces quatre-là. C'est juste que c'est pas encore définitif. Si vous changez, ça peut encore être modifié. Mais par contre, ça ne s'affiche pas. Ça n'affiche pas quelle est la meilleure année qui a été choisie. Donc, si on veut refaire ces calculs, c'est pas très pratique, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Voilà pour cette partie sur les objectifs. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Donc, l'attestation, vous l'avez probablement déjà vue. Donc, c'est la fameuse attestation qu'on peut télécharger sur Opera chaque année. Donc, soit vous pouvez le faire en masse d'ailleurs, hein, vous pouvez le faire soit pour une EFA, soit en masse. Et voilà, donc par que le nom de l'attestation, faut retrouver par rapport au SIRET, mais à part ça, sinon c'est très facile. Et donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, donc toutes les attestations sont provisoires. D'ailleurs, on le voit un petit peu sur la petite impression d'écran que j'ai mise là. Provisoire jusqu'à cet été. Donc provisoire dans le sens où, en fait, maintenant, vous savez, c'est encore un petit peu open bar. On peut modifier tout ce qu'on veut tout le temps sur Opera. À partir de cet été, il n'y a pas de notion de blocage pour le moment, en tout cas, c'est pas annoncé que ce sera bloqué. Par contre, ce sera notifié si vous modifiez des valeurs. Donc, et il n'y aura plus cette notion provisoire sur les attestations. Pas de panique, tout le monde a l'attestation provisoire. C'est normal que les vôtres soient marqués provisoires aussi. Donc cette attestation, ouais, elle sert maintenant un petit peu à tout. C'est le document officiel défini pour ça. On s'en sert souvent en cas de contrôle, mais surtout aussi en cas de vente. Dans les ventes d'un bien, maintenant, c'est des documents qui sont demandés par les notaires. Donc ça devient important. La petite nouveauté de cet été aussi, c'est qu'il y a une obligation d'affichage public. Donc bon, ça va concerner surtout les établissements qui reçoivent du public, mais pas que. Normalement, on est aussi censé l'afficher pour les employés, si je ne dis pas de bêtises, des entreprises. Quoi. Donc dedans, qu'est-ce qu'il y a? Le niveau de conformité, le fait qu'on atteigne ou pas ces objectifs, le récapitulatif des objectifs d'ailleurs. Et il y a un petit score, enfin un indicateur de performance qu'on voit, on voit pas très bien là, mais qu'on voit sur le côté là, c'est les trois petites feuilles. Donc plus on est proche ou si on dépasse l'objectif, on a les trois petites feuilles, on est trop fort, et sinon on est un petit peu plus dans le gris. D'ailleurs, à date, vous voyez, donc j'ai mis il y a un petit tableau, enfin un petit graphe qui s'affiche sur l'attestation, mais bizarrement, on n'affiche que l'objectif absolu pour le moment. Donc même si c'est votre objectif relatif qui est meilleur, ça ne s'affichera pas, j'avoue que je ne sais pas pourquoi, mais pour le moment, c'est comme ça. Donc vous avez que votre objectif absolu qui s'affiche dessus avec la petite courbe en fonction. Et voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur l'attestation de déclaration. L'autre nouveauté, donc on va en parler un peu plus longuement, ce sont les dossiers de modulation. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, donc je vais faire un petit récap au moins de ce que c'était. C'est un peu, on va dire que c'est un peu nouveau, en tout cas ça ressort, on en parle de plus en plus. Donc l'idée, c'est de pouvoir pouvoir justifier que vous avez des difficultés à atteindre les objectifs qui sont classiquement prévus pour vous.
même avec, même avec le fait de segmenter et d'utiliser les indicateurs d'intensité d'usage. Donc là, de dire, bah, moi, je suis désolé, mais j'ai une situation particulière qui fait que je ne peux pas atteindre les objectifs du décret, et donc il me faut mon objectif personnalisé. C'est ça le principe du dossier de modulation. Donc globalement, c'est une étude énergétique que vous allez faire à l'échelle de votre bâtiment et de ses usages qui lui sont spécifiques. Et puis ça va donner lieu à un programme d'action, donc une liste d'actions, et après que vous déclinerez en plan d'action. La nuance étant que le plan d'action, c'est quand vous répartissez les responsabilités des actions en fonction des différents acteurs, donc que ce soit le propriétaire ou le preneur à bail, par exemple, ou même les occupants en tant que tels. Voilà, donc cette étude, elle est faite à l'échelle d'un bâtiment ou d'un site, mais dans un cas un peu particulier, et ensuite donc, vous le déclinez à l'échelle des EFA s'il y a plusieurs EFA dans ce bâtiment ou dans ce site. Dans le principe, c'est quand même une étude enfin un dossier de modulation par bâtiment. Alors normalement, on a la possibilité... Hein Si. Oh, je l'ai. Ah, on me dit que potentiellement l'écran n'est pas partagé. Si? Bon. Ah, n'hésitez pas à envoyer une petite question si c'est pas le cas. J'ai l'impression que ça marche, que ça fonctionne quand même. Et un petit pouce, allez, c'est bon. Donc, où en étais-je? J'étais, oui, donc le fait d'appliquer à plusieurs bâtiments. Donc, dans le principe, c'est une étude par bâtiment. Et alors, il y a une notion, normalement, on est capable de l'appliquer à des bâtiments similaires, mais les conditions sont quand même assez drastiques, dans le sens où, enfin, drastiques, mauvais fort, mais il faut vraiment que le bâtiment soit le même, quoi, avec les mêmes usages, les mêmes équipements CVC, les mêmes enveloppes, etc. Donc, c'est quand même particulier. Globalement, il faut quand même partir du principe que ce sera une étude par bâtiment. À noter d'ailleurs que l'élaboration d'un programme d'action, celle qui arrive à la fin aussi donc, de l'étude du dossier de modulation, sera obligatoire pour toutes les EFA qui n'atteignent pas l'objectif en 2030. Voilà, une petite notion en plus. Donc, dans ce dossier de modulation, il y a 3 critères pour l'atteindre, enfin 3 types de contraintes qui fait qu'on est éligible à faire ce dossier de modulation. Le premier, c'est donc contrainte technique. Contrainte technique, ça va être des cas un peu particuliers, par exemple, un site un peu industriel qui mélange de l'industrie et du tertiaire, dans lequel on peut absolument pas arrêter l'industrialisation pour faire des travaux sur la partie tertiaire. Donc là, de dire, bah non, désolé, je peux pas faire tel travaux parce que techniquement, c'est pas possible. Bon. Architectural, c'est facile, vous êtes bâtiment de France, vous ne pouvez pas changer votre enveloppe externe, vous ne pouvez pas installer de pompe à chaleur en toit terrasse, par exemple, tout ça, voilà. Et disproportion économique, qui va, je pense, être la plus utilisée. Donc là, vous savez, il y a des temps de retour sur investissement qui sont à calculer en fonction de travaux, des actions. Donc c'est 30 ans pour tout ce qui touche à l'enveloppe, 15 ans pour tout ce qui touche au changement d'équipement, et 10 ans pour, ça c'est le décret Bax, 10 ans tout ce qui touche à la régulation. Donc là, voilà, je vais en parler, vous allez voir, j'ai mis quelques slides après pour que ce soit un peu plus parlant. Tout ça pour dire que donc ce dossier de modulation, vous devez le faire, donc il est valable que pour la décennie en cours, et il est à remplir avant donc les 5 ans, avant les 5 ans, les 5 ans après le début de la décennie. C'est une règle un peu compliquée. Donc, globalement, comme le décret tertiaire a commencé en 2022, donc ça va faire avant septembre 2027 pour cette décennie-là, et après, ce sera donc septembre 2035, si tout va bien. Voilà pour le dossier. Alors, j'y reviens un petit peu après, mais je voulais juste avant parler des principales évolutions qu'on attend. Donc, alors, ce dossier de modulation, on peut le mettre sur Opera. En fait, on peut le renseigner sur Opera, on ne peut pas le charger, mais donc on renseigne vous allez voir, c'est un peu fastidieux. Mais par contre, ce n'est pas encore pris en compte. C'est-à-dire que vous pouvez remplir ce que vous voulez, mais à la fin, pour le moment, dans votre partie objectif, ce ne sera pas encore pris en compte. Je n'ai pas la date, et je crois qu'ils n'ont pas annoncé la date de quand est-ce que ce sera disponible, mais en tout cas, ça ne l'est pas encore. Et l'autre principale évolution, donc ça, on va en parler aussi, c'est la mutualisation des objectifs à l'échelle du parc, de votre parc immobilier. Et donc ça, globalement, ça n'existe pas du tout encore sur Opérat, et il y a des règles, et donc vous verrez que ça pose un petit peu des petites questions. Juste sur le principe de fonctionnement de la mutualisation, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais je vous fais un petit coup. Donc, juste la mutualisation, le principe de base est assez simple. Si vous avez une ou plusieurs EFA dans votre parc, il faut avoir un parc, il ne faut pas avoir une seule EFA, bien sûr, qui atteint son objectif, donc qui est en dessous,
Et ben, en fait, globalement, on va pouvoir calculer de combien vous dépassez. Donc, on ne parle pas en ratio, on parle vraiment en consommation brute, donc en kilowattheure, quoi. Combien est-ce que vous, pas vous dépassez dans l'autre sens, dans le bon sens, de combien vous gagnez, vous êtes en dessous de votre objectif. Et donc ça, pour toutes les EFA qui sont en dessous de l'objectif, vous mettez tous ces kilowattheures dans un petit pot commun et vous pouvez redistribuer ce surplus de conso d'énergie à d'autres entités qui n'atteignent pas l'objectif pour le moment. Voilà. Ça, c'est le principe de base, mais c'est pas si simple que ça. Voilà, je crois que j'ai terminé sur tout ce qui était actualité Opéra. Il y a quelques questions. Il y en a Ouais, plusieurs, bon, on verra ok. peut-être à la fin. C'était juste. Pouvez-vous préciser l'obligation de déclaration Opéra au notaire en cas de vente et d'où vient cette obligation? C'est pas vraiment une obligation, mais par contre, c'est beaucoup demandé par les acheteurs. En cas de due deal, par exemple, sur des parcs par des foncières, ça arrive régulièrement. Oui, parce que en fait, vous êtes obligé normalement de déclarer vos EFA donc, qui sont dans vos bâtiments. Et donc, c'est une obligation légale de nous répondre au décret tertiaire. Et donc, au moment de la vente, le notaire, notamment l'acquéreur, va vous demander de vous transmettre les EFA qui ont été faites, parce que, je vais en parler un petit peu après, mais vous savez, il y a la fameuse liaison des EFA qui est à faire, notamment quand on change de... Enfin, pas quand on change de propriétaire, quand on change d'occupant, mais il faut quand même que le propriétaire soit mentionné dedans. Voilà. Je laisse la parole à Viviane pour vous parler. Pas du tout, j'avais complètement oublié ça. J'enchaîne. Parce que oui, je vous en parlais, je voulais juste vous présenter quelques slides. Donc, à quoi ressemble, ça va être très rapide, à quoi ressemblent donc, les dossiers de modulation, avant de passer la main à Viviane. À quoi ressemblent les dossiers de modulation sur Opera concrètement? Bon, c'est un petit peu flou, je suis désolé. Ouais, ça va. Donc, globalement, dans la première page, c'est assez bien fait. Bon, moi, je trouve que Opera, de toute façon, est relativement bien fait en termes d'usage. Donc, vous voyez au-dessus, on a le petit circuit donc, qui se remplit petit à petit. On est guidé, quoi, on est bien guidé, même si c'est un petit peu long. Donc, l'idée là, c'est un peu la synthèse. Donc, quel est votre objectif que vous avez calculé et quels sont donc, pour quels critères dont on parlait tout à l'heure, pour quel type de contraintes est-ce que vous demandez, vous allez faire un dossier de modulation. C'est là où on les coche et on explique un petit peu avec le texte libre en dessous. Rapidement, là, voilà, on décrit simplement qui fait quoi, qui a fait quelles études et tel calcul. Bon, simple. Et là, on rentre dans le dur, dans le sens où donc il y a toutes les actions. Je vous ai mis que les premières, mais il y a une liste relativement longue d'actions disponibles. Et donc là, il faut que pour chaque action, vous puissiez dire, enfin en tout cas votre prestataire puisse dire, voilà, donc cette action-là, je la retiens, ou je la retiens pas parce que j'ai ma fameuse contrainte, ou elle n'est pas éligible parce que ça correspond pas à mon bâtiment, ou typiquement là, j'ai mis une ligne comme ça. J'ai une contrainte économique, donc je dépasse le fameux temps de retour sur investissement, et donc là, je le mets pour l'action. Donc, il faut le faire vraiment pour toutes les actions. C'est là où on voit que l'étude, c'est quand même pas une petite étude à faire. Et enfin, il y a la partie scénario. Donc là, globalement, il faut reprendre, vous voyez, à gauche, il y a tous les scénarios, enfin, ce qu'ils appellent scénario. Donc, de dire, est-ce que c'est applicable ou pas à mon cas, quoi, à mon étude. Et donc là, on a la valeur avant et la valeur après. Donc, typiquement, on a le scénario d'isolation. Il va falloir le mettre pour chacun des... Est-ce qu'on isole plutôt le plancher, la toiture, ou est-ce qu'on change nos équipements de CVC, tout ça. Et à chaque fois, il faut rentrer les informations techniques qui sont associées à ça. Et à la fin, donc, tout ça, ça vous donne des calculs qui vous donneront le CEAPS associé à votre EFA, enfin non, à votre bâtiment, après aux EFA, que vous avez retrouvé au début. Ouais. Donc voilà, ça pour dire que c'est pas non plus une mince affaire, et s'il faut le faire sur tous les bâtiments, et ben ça va être quelque chose. Voilà, je crois que là, cette fois-ci, c'est bon, j'ai fini, et je laisse la main qu'elle vienne. Mais du coup, Florian vous a présenté toutes les actualités et les nouveautés. Il y a encore quelques zones d'ombre aujourd'hui sur le décret tertiaire qui, du coup, permettent pas de statuer vraiment sur 100% des sujets. On voulait revenir là-dessus, notamment la modulation et la mutualisation dont il a parlé. Donc la modulation, c'est bien cette modulation des objectifs avec la non-rentabilité de certaines actions. La mutualisation, c'est ce qu'il expliquait avec, du coup, une optimisation des gains et des pertes sur plusieurs sites. Du coup, on va reprendre ces deux sujets et on va vous montrer quelles sont les zones d'ombre actuellement qui vont probablement donner lieu à une prochaine réglementation.
En termes de modulation, c'est surtout le calcul du TRI qui pose un sujet. Aujourd'hui, il faut voir qu'il y a plusieurs méthodes qui existent pour avoir un coût de l'énergie. Vous avez le guide méthodologique de l'ADEME qui parle d'un coût surtout pour les particuliers. Un audit énergétique, généralement, on se base sur les 3 dernières années de facturation. Et vous avez pu le voir ces dernières années, la fluctuation des coûts, ça peut engendrer énormément de différences dans les études. Du coup, on peut se poser la question un petit peu de s'ils vont cadrer du coup ce coût de l'énergie. On a également le chiffrage des coûts de travaux. Aujourd'hui, il n'impose pas, comme pour le décret BAX, de demander 2 devis d'entreprise spécialisées, mais on peut imaginer qu'ils reviennent sur ce genre de sujet. Il ne précise pas non plus aussi si c'est pour des travaux conventionnels ou des travaux avec des matériaux biosourcés, par exemple, ce qui pourrait engendrer du coup d'énormes différences sur les devis et du coup augmenter énormément les TRI. L'autre sujet qu'on a également, c'est qu'aujourd'hui, le guide méthodologique de l'ADEME parle plutôt d'un TRSI, donc du surinvestissement, c'est-à-dire que vous prévoyez de faire des travaux pour une raison autre que le décret tertiaire. Quelle est la part de surinvestissement nécessaire qui vous permettrait d'atteindre le décret tertiaire? Donc ça, du coup, ça pèserait énormément les TRI à atteindre. Et du coup, on peut imaginer que la modulation ne servirait plus à rien. C'est pas encore très clair de ce côté-là. Et peut-être réexpliquer un petit peu ce que c'est que vraiment le surinvestissement. Oui, alors le temps de retour sur investissement, c'est typiquement votre coût global de travaux et vos énergies, enfin l'économie globale. Le temps de retour en surinvestissement, c'est l'économie que vous allez faire en plus par rapport aux travaux que vous faites dans un autre cadre pour atteindre le décret tertiaire, et le surinvestissement qui est nécessaire pour atteindre le décret tertiaire. Typiquement, vous prévu d'isoler votre bâtiment de 10 cm. Pour atteindre le décret tertiaire, il faudrait faire 15 cm. Vous regardez la différence de coût entre ces deux actions, et vous regardez la différence d'énergie sur ces deux actions-là aussi. Ouais, bon, ravalement de façade d'ailleurs. Vous devez faire ravalement de façade de toute façon à peu près tous les X années, tous les 15 ans. De toute façon, la différence, le surinvestissement est relativement faible finalement c'est relatif, mais pour rajouter de l'isolant en plus de faire le ravalement. Enfin, c'est cette idée-là, quoi. La dernière zone d'ombre qui n'est pas encore très claire, c'est aujourd'hui les économies, elles sont demandées par action. En réalité, on sait tous que ces économies, elles ne s'additionnent pas. Du coup, on ne sait pas très bien comment ça va être pris en compte exactement dans la modulation de l'objectif. On voulait revenir aussi sur la mutualisation. Du coup, Florian vous a expliqué le principe. Aujourd'hui, c'est pas encore très clair sur quel périmètre vous allez pouvoir mutualiser vos gains. Est-ce que vous pouvez choisir trois sites? Est-ce que Opérat va choisir toute votre structure? Est-ce que vous allez pouvoir le choisir par filière? C'est vraiment pas défini et pas clair de ce côté-là. C'est un peu défini, il y a une notion quand même un petit peu de franchise, on peut le faire par franchise, mais on ne sait pas forcément sous quelle structure ce serait pris en compte. Il y a encore quelques zones d'ombre. Et surtout, la plus grosse zone d'ombre sur la mutualisation, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas clair non plus de qui récupère le gain du site qui atteint l'objectif. Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est l'occupant? Est-ce qu'il va falloir avoir une paire propriétaire-occupant à chaque fois? Ou alors, est-ce que carrément les deux peuvent choisir de récupérer le gain qui a été fait et le mettre sur un site qui n'a absolument rien à voir? De ce côté-là, c'est pas encore très clair. On peut supposer qu'il réglemente encore un petit peu ça pour que ce soit plus clair. En tout cas, ce sera peut-être plus clair quand Opéra sera opérationnel à ce niveau-là, parce que de toute façon, les règles seront quelque part imposées. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Voilà pour le côté zone d'ombre. Du coup, Florian va vous parler des impacts sur la stratégie que vous avez appliquée pour vos déclarations de décret tertiaire. Ouais, pour la dernière partie, l'idée c'est de vous donner un petit peu notre point de vue sur les bonnes pratiques, on va dire. Donc déjà, je voulais commencer par les leviers d'optimisation. Donc la première partie, c'est quand même d'essayer d'optimiser vos déclarations sur Opérat pour maximiser vos objectifs. C'est quand même le plus facile à faire. Donc pour ça, la première étape, c'est d'essayer d'augmenter son objectif absolu. Donc, parce que c'est là où vous avez le plus de marge de manœuvre, on va dire,
administrativement parlant, presque on peut dire. Donc la première étape, c'est de segmenter vos surfaces. C'est un peu la base. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, cette segmentation. Vous savez, vous pouvez déclarer votre FA soit en disant, bah, moi j'ai un bureau par défaut, en disant une valeur par défaut, ça s'appelle, donc j'ai un magasin par défaut, un magasin alimentaire par défaut. Ou vous pouvez segmenter vos surfaces. Donc là, de dire, bah oui, mais attendez, non, j'ai pas un magasin, j'ai bien tant de mètres carrés de surface de vente, tant de mètres carrés de bureaux, tant de mètres carrés de réserve. Voilà. Pareil pour les bureaux, bien sûr, hein, ou autres. J'ai tant de mètres carrés de grosses salles de réunion, tant de mètres carrés de flex office. Voilà, on peut tout enfin bref, la liste est assez longue. Elle est relativement exhaustive. Et donc après, il faut piocher là-dedans pour segmenter vos surfaces. Attention parce que quand vous commencez à segmenter une FA, vous devez tout segmenter. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste dire, moi, je sais que j'ai tant de mètres carrés de bureau, ou si je reprends l'exemple de mon magasin, je sais que ma surface de vente, elle fait tant, mais j'ai aucune idée du reste. Vous ne pouvez pas dire, j'ai tant de surface de vente et le reste par défaut. À partir du moment où vous segmentez, vous ne pouvez plus mettre une autre partie par défaut. Donc voilà, il faut juste prendre ça en compte, le fait qu'il faut être exhaustif pour le coup, et d'ailleurs pouvoir le prouver, entre guillemets, en cas de contrôle, vous pouvez prouver votre surface en cas de contrôle. Mais c'est quand même globalement là qu'il y a le plus de gains à aller chercher quand on segmente. Alors, c'est pas forcément toujours le cas. Et moi, déjà, personnellement, même, parfois, on arrive sur des cas où on va gagner, mais vraiment un tout petit peu, par exemple 1 kWh par mètre carré par an, et parfois, on s'embête un peu pour rien. Donc, l'idée, j'ai déjà eu le cas avec des clients, ils disent, si, il faut absolument qu'on le fasse, et à la fin, on gagnait pas grand-chose alors qu'on avait beaucoup travaillé dessus. Donc l'idée, ce que je mets là, c'est de tester directement sur Opera. Maintenant, Opera est quand même beaucoup plus réactif qu'au début. Donc vraiment, dès que vous changez quelque chose sur Opera, en quelques minutes, vous avez les résultats des calculs. Donc c'est très intéressant. Et vous pouvez justement commencer à tester, vous, à l'échelle de votre parc, directement sur Opera et voir justement est-ce que ça fait des gains importants ou pas. Ça, c'est vraiment la chose à faire, à mon avis. Je l'ai mis, oui. Donc, seule la dernière année de déclaration compte. Ça veut dire que en fait, le CEAPS, il est pris vraiment sur. Chaque année, il est recalculé, mais à la fin, pour votre objectif final, ce sera 2030 qui compte. Donc, ce que je veux dire par là, c'est de ne perdre pas trop de temps à chercher votre historique. Vous n'avez pas besoin de voir votre segmentation de surface en 2023 ou avant, ou en 2022. À la limite, ça ne changera pas grand-chose. Et ça ne changera même rien d'ailleurs. Donc voilà, c'est l'idée un petit peu justement toujours d'essayer d'optimiser votre temps, de ne pas passer trop de temps non plus sur cette déclaration-là. Et l'idée, si vous voulez vous y retrouver plus vite, vous faites appel à des gens qui connaissent et peut-être qui pourront plus facilement vous guider pour vous y retrouver plus vite quels sont les gains les plus intéressants. Donc l'idée, c'est ce que j'ai mis, concentrer ses efforts sur les actions qui ont le plus d'impact, parce qu'en fait, on peut passer beaucoup de temps en déclaration, mais parfois, parfois c'est même négatif, le gain, enfin, c'est-à-dire qu'on ne va pas gagner. Parfois, en segmentant, c'est rare, mais on peut être en dessous de l'objectif par défaut. Dans quel cas, c'est vraiment pas intéressant. Donc, c'est très chronophage d'aller chercher toutes ces informations. Il faut se concentrer sur les objectifs les plus intéressants. Donc, notamment, après la segmentation, un petit peu, on en a parlé des IIU, là, les indicateurs d'intensité d'usage, qui ne sont pas tous très impactants. Typiquement, si on prend dans la logistique, ce qui est très impactant, par exemple, c'est la hauteur sous le plafond. La hauteur sous le plafond, dès qu'on refroidit un petit peu, dès que c'est un peu chauffé ou climatisé, l'impact est énorme, alors que d'autres impacts sur des durées, par exemple, ou des temps, ne vont pas être beaucoup plus impactants, ou des ratios de surface, par exemple. Voilà. Et j'ai mis, oui, l'impact relativement faible des ajustements climatiques en fonction des usages. Là où j'en parlais tout à l'heure, vous savez, l'ajustement climatique, si vous cochez refroidi, chauffé, donc c'est quand même assez faible. Généralement, c'est 1% de gain, donc, ou de perte. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que perdez pas forcément trop de temps par défaut. Opera vous coche toujours chauffer refroidi, enfin toujours, sauf certaines surfaces spécifiques, mais donc voilà, c'est pas non plus énormément de temps à essayer de savoir, mais non, mais c'est vrai que ma zone bureau, ma zone réunion, elle n'est pas refroidie, alors que ma zone bureau l'est. C'est pas forcément là où vous allez avoir le plus de gains. Et enfin, je vous ai remis les calculs de l'objectif relatif. Juste pour que vous ayez bien en tête ce calcul-là. Donc le C relatif, donc l'objectif relatif en 2030, ce sera donc les consommations de votre année de référence, moins 40%, là c'est le petit 1 moins 0,4 à la fin.
Donc ça, c'est ce qu'on parle souvent de ça. On dit toujours l'objectif relatif, c'est 40% de moins que votre année de référence. Mais en fait, vous voyez cette notion de CEAPS de l'année N, donc de l'année à la fin 2030, sur votre année de référence. Et donc là, en fait, on voit bien avec ça que c'est très intéressant surtout de maximiser votre année, votre CEAPS, donc de l'année en cours, enfin de l'année 2030 à la fin. Donc voilà, donc vous avez double, quelque part, quand vous cherchez à augmenter votre objectif absolu de l'année en cours, vous augmentez en plus aussi votre objectif relatif. Donc c'est vraiment tout bénef. Et à la fin, j'ai juste mis en dessous, là, juste pour rappeler la liaison. C'est le même calcul, mais qui vous rappelle qu'en fait, même si vous n'étiez pas là pendant l'année de référence, c'est pas grave si l'occupant qui était là avant vous a bien fait ses déclarations Opéra. Et donc, vous pouvez lier votre FA à la sienne et récupérer son CEAPS de référence et son objectif et ses consommations de référence. Voilà. Et bah, si vous ne retrouvez pas, enfin voilà. Ça, mais je sais que c'est très compliqué hein, pour le vivre au quotidien, de récupérer les EFA des précédents occupants, c'est toujours un peu compliqué, mais ça peut quand même avoir des gains. Il peut y avoir des gains intéressants à la fin. Ok, et pour finir, bon voilà, c'était notre idée de la stratégie à adopter sur ces idées globalement. Donc, pour commencer, anticiper la mutualisation. Donc, on l'a vu, c'est pas encore disponible sur Opera, mais ça vous empêche pas. On n'a pas tout à fait toutes les règles du jeu. En tout cas, on a l'impression que c'est pas encore très clair. Mais ça vous empêche pas de commencer à réfléchir à ça. Vous pouvez quand même déjà faire les calculs avec par contre, la méthode, elle est bien définie sur le fameux, ce que j'appelle le pot commun. Donc ça, vous pouvez commencer à le faire avec des outils typiquement comme des EMS, comme Savvy, qu'on propose, mais notamment, donc ça, à l'échelle de votre parc, vous avez toutes les informations nécessaires normalement pour faire ces premiers calculs et avoir une première idée de ce qui va se passer. L'idée, oui, voilà, l'image que j'ai affichée là, c'est simplement pour montrer qu'on est capable déjà sur certains outils comme ça, justement, d'avoir une idée de votre objectif. En tout cas, votre objectif en 2030. N'oubliez pas, c'est vrai, gardez bien à l'esprit qu'il y a le décret tertiaire ne s'arrête pas en 2030 et il y a un objectif en 2040 et en 2050. Et bon, pour le moment, on n'y est pas encore. Déjà, essayons de nous débrouiller avec 2030, mais quand même, il faut se projeter, et notamment sur ces histoires de mutualisation, ça peut vous aider. L'idée, c'est la première étape, donc d'optimiser les déclarations d'Opéra, on en a parlé, surtout sur les sites qui présentent du potentiel, mais si vous pouvez, faites-le sur le maximum, parce que tout ça, ce sera toujours gagné sur vous. Si je garde mon histoire de pot commun, vous pouvez toujours continuer à remplir, même à gratter un petit peu plus pour remplir le pot commun, ce sera toujours plus, et y compris pour la suite, pour 2030, enfin 2040 plutôt, qui va être encore plus dur. Je vois qu'il y a des mains, il y a une main qui est levée numériquement, on va dire. Oui, il y a la possibilité de poser des questions sur le module QNR. Ouais, si vous n'étiez pas là au début, hein, donc en haut là vous avez le Q et R, donc questions et réponses, et vous pouvez poser vos questions ici. Donc n'hésitez pas à utiliser cet petit onglet là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, gardez à l'esprit qu'évidemment, hein, ça ne fonctionne que si les déclarations que vous avez faites sont justes et cohérentes. Hein, s'il y a des déclarations avec des zéros partout, ou à l'inverse, si vous avez mis des zéros en plus, ça va plus trop marcher, hein, ces histoires de mutualisation. Donc, encore une fois, si on peut, n'hésitez pas à vous faire accompagner sur cette partie-là de vérification de cohérence. La deuxième étape, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez maximisé vos déclarations, optimisé au maximum, vous allez avoir potentiellement une partie de votre parc qui ne respecte pas, et donc là, enfin qui n'atteint pas ses objectifs plutôt, et donc là, potentiellement c'est le moment de faire des dossiers de modulation, donc sur le bon périmètre, hein, l'idée c'est de ne pas en faire surtout, parce que si vous en faites, ou alors si vous avez vraiment un petit patrimoine, pourquoi pas, mais si vous commencez à en faire partout, évidemment les coûts vont exploser, donc l'idée c'est de se concentrer sur les bons périmètres. Et à la fin, de toute façon, à un moment, il va bien falloir faire des économies d'énergie, c'est quand même l'objectif final. Et donc, déjà, là où vous avez fait vos dossiers de modulation, vous auriez des objectifs parce que vous aurez des actions, des plans d'action à faire. Donc là, mais même éventuellement sur des zones où vous savez que vous avez des actions à faire qui sont, parce que vous les avez identifiées avec vos analyses à vous ou avec un professionnel. Et donc là, typiquement, ça passe par exemple un schéma directeur, ce genre de choses. Et là, vous avez des actions concrètes d'économie d'énergie, comme de l'énergie management, le fait de suivre le décret BACS et mettre de la régulation, ce genre de choses. Et donc tout ça, le faire sur le bon périmètre, ne pas s'éparpiller et combler l'écart restant. Et oui, on a mis contenir les dérives, parce que bien
encore une fois, ça ne s'arrête pas en 2030. Et même si on fait une action coup de poing à un instant T, c'est quelque chose d'assez commun. Viviane, tu connais mieux ça mieux que moi, mais d'avoir des dérives qui se réinstallent dans le temps. Et donc, c'est important de garder ça en tête et de maintenir les économies d'énergie dans le temps. Exactement. Je crois que j'ai terminé. Toi aussi? Il y aura un replay disponible et la présentation sera bien entendu disponible après le webinaire. Il y a quelques questions. Quelques questions. J'ai J'ai plein de questions même. Plein de questions, oui. Eh bien, on va essayer de les répondre. La première question, pourrons-nous avoir la présentation? Évidemment, vous l'aurez. Alors, avez-vous des cas où vous avez réussi à récupérer les EFA des anciens propriétaires? Sinon, comment gérez-vous la situation? Ah bah oui, heureusement quand même, ça arrive de pouvoir faire des liaisons d'EFA. En fait, ça dépend. En fait, l'intérêt justement j'en parlais au début, de transmettre cette fameuse fiche à la vente, là, la fameuse attestation, parce que comme ça, vous avez de demander si vous acquérez, si vous avez acquis un nouveau bâtiment, notamment, de demander ces informations-là. Et si vous êtes, donc ça c'est dans le cas où vous êtes plutôt bailleur, donc là il faut avoir ces informations de quels sont les EFA qui sont dans les bâtiments que vous occupez, que vous achetez, pardon, décidément. Et si vous êtes occupant, et ben là, normalement vous devez demander à votre propriétaire de vous fournir la référence de l'EFA qui était là avant vous. Et bon, ça c'est pas toujours évident. Après, il faut chercher. Après, on peut retrouver. Alors l'autre méthode, c'est un peu plus fastidieux, mais vous pouvez retrouver les EFA même si c'était pas vous. Même si les communications sont parfois difficiles entre propriétaires et preneurs. Mais vous pouvez retrouver, si vous avez un minimum d'informations, un minimum le SIRET de l'occupant avant vous, et l'adresse, etc., vous pouvez quand même retrouver sur Opera, essayer de le retrouver. Voilà, donc on s'y retrouve, c'est pas forcément évident, effectivement faut connaître un petit peu. Le plus simple, c'est que ça se fasse à la liaison au moment des ventes et que les propriétaires aient les infos. Il y a deux questions qui sont un peu en lien. Ouais. Diapo 24. Pouvez-vous expliquer le lien entre la consommation relative et la consommation absolue? Je ne comprends pas en quoi la segmentation des surfaces permet d'augmenter l'objectif relatif. Ouais. Là, il faut reprendre simplement la formule mathématique. Hein. Donc, si donc indirectement, la segmentation de surface permet d'augmenter l'objectif relatif. Donc, la segmentation de surface permet indirectement d'augmenter l'objectif relatif parce qu'en fait, elle permet d'augmenter l'objectif absolu de votre année en cours. Enfin, on va parler de l'année N, en fait, c'est 2030, mais peu importe, de l'année N, donc votre année. Et donc, comme on le voit, cette formule mathématique ici, hein, c'est donc la consommation de référence fois votre CEAPS, on parlait en CEAPS, hein, votre objectif absolu N divisé par l'objectif absolu de l'année de ref. Donc forcément, si vous augmentez celui du dessus, j'étais prof de maths en plus quand j'étais plus jeune, je devrais expliquer ça mieux que ça. Mais quand vous augmentez votre objectif absolu de l'année N, forcément, comme c'est votre nominateur, et ça va augmenter votre C relatif, donc votre objectif relatif mécaniquement, mathématiquement. Donc voilà, indirectement, le fait de segmenter augmente votre année, votre objectif relatif parce qu'il augmente votre objectif absolu de l'année N. L'objectif relatif est-il calculé sur la performance ajustée du climat? Oui, tout à fait. Tout ça, hein, même quand on reprend au début, hein, si je reviens sur là où j'affichais les objectifs, hein, en fait, globalement, maintenant, tout ce qui s'affiche, toutes les dernières consommations et les objectifs, les ratios sont calculés avec les ajustements du climat. Mais essayez sur Opera, essayez d'enlever typiquement chauffer-refroidi. Vous allez voir que ça va faire évoluer votre consommation donc ajustée du climat, et donc ça va faire aussi évoluer vos objectifs. Donc, je vous dis, Opera est maintenant très réactif. Donc là-dessus, vous pouvez faire des tests. Donc la réponse est oui. Bonjour. Sur l'affichage des petites feuilles, comment les obtient-on? Petites feuilles ils aiment bien les petites feuilles sur Opera. Donc c'est sur l'attestation. Donc l'attestation que vous pouvez obtenir, pas faire une démo en live parce qu'on ne sait jamais, mais sur votre site Opera, quand vous allez dans l'onglet consommation, là vous avez toutes vos consommations qui s'affichent. Vous prenez la dernière année en date, vous pouvez cocher 2024, et vous faites télécharger l'attestation.
tout simplement. Ou alors, vous pouvez aussi rentrer dans votre compte, enfin bref, peu importe, l'un ou l'autre. Soit vous cochez, soit vous rentrez dans la consommation et après, vous avez un petit bouton pour télécharger l'attestation. Donc, c'est un fichier PDF, hein, tout simplement. Et sur ce PDF, vous allez avoir votre note. Je ne sais plus quel est le nom exact, mais c'est la note avec les fameuses 3 petites feuilles. Il y a une question sur la mutualisation des objectifs d'un parc immobilier. Est-ce que ça veut dire que si la somme des surconsommations des EFA non conformes en 2030 est inférieure aux économies générées sur les EFA conformes, l'ensemble des EFA sera considéré comme conforme? Facile comme question, ça. Hein. Alors, attendez. La somme des surconsos est inférieure aux économies. Oui, bah, c'est ça. Globalement, mais sous réserve, encore une fois, que ça se passe sous réserve de périmètre. Et c'est là où, justement, c'est pas encore très très clair. Ça sera probablement plus quand Opera sera fonctionnel là-dessus. Mais donc, dans le principe, je suis d'accord avec ça. Mais dans les faits, il faut voir si ça rentre dans les périmètres. Est-ce qu'une simulation thermique dynamique est obligatoire pour le dossier de modulation ou un audit énergétique simple peut-il suffire? En fait, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que dans le dossier de modulation, vous êtes un peu obligé de faire ces calculs-là pour répondre au dossier de modulation. En fait, ils ne vous demandent pas de faire un audit énergétique au sens de la norme, je ne sais plus combien. 16-227. Merci. Mais ils vous demandent de répondre aux questions et de calculer les impacts des actions. Donc, quelque part, en fait, c'est contenu dans le dossier de modulation. Alors, est-ce qu'il faut une STD pour autant? J'ai peur de dire des bêtises. J'avoue que je ne suis pas sûr. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Faudrait voir quelles sont les demandes de précision. Non, en fait, je change d'avis. Je pense que ce n'est pas obligatoire, mais que c'est conseillé. Voilà. À vérifier On va vérifier. Bon, on pourra, de toute façon, les questions auxquelles on ne répond pas, hein, on les note et puis on essaiera d'y répondre. Je ne sais pas par quel biais on pourra y répondre d'ailleurs, mais bon, Il n'y a pas de biais. ouais, limite, on le mettra. Si, on pourrait éventuellement le mettre dans la présentation. Je vais dire. Pardon. La segmentation des surfaces, pourquoi ça augmente l'objectif absolu en fait? Ah oui, bah ça c'est simple. C'est-à-dire que l'objectif absolu, il est défini par un use. On rentre un petit peu dans le détail. Il est divisé en deux souvent. Donc il y a une partie CVC de l'objectif absolu. Donc ça veut dire que ça dépend de là où vous êtes, physique géographiquement parlant, et un petit peu et aussi de votre usage. Donc typiquement dans les bureaux. Typiquement, il y a un impact CVC qui est fort parce qu'il y a des gens dedans et qu'on a besoin de chauffer ou de refroidir. Par contre, s'il y a la logistique, bon, il y a des gens dedans aussi probablement, mais en tout cas, l'impact est moins fort. Voilà. Cette partie CVC et il y a la partie use. Et la partie use, c'est les fameux indicateurs d'intensité d'usage qui font que ça va faire moduler en fonction de vos usages que vous faites de cette surface-là. Et donc, le fait de segmenter fait que par défaut, donc, si je reprends l'exemple du magasin, vous allez avoir un magasin par défaut qui est assez. Donc, ils ont essayé de tout caser dedans, hein, quelque part. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des parkings, le fait ils ont fait des moyennes un petit peu globales, nationales. Et donc, si vous faites. C'est un peu prévu pour. C'est-à-dire que par défaut, on vous met un truc un petit peu bas, un niveau un petit peu bas d'objectif absolu. Si vous segmentez vos surfaces, vous avez probablement, vous allez avoir dans la grande majorité des cas, des surfaces qui ont des CVC, des parts CVC, des parts use qui sont plus fortes que sur la valeur par défaut. Pour répondre à la question sur la STD, c'est pas une STD spécifiquement qui est demandée. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y en a plein d'autres. Tiens, est-ce qu'on peut déclarer 2025 dès maintenant? Non, on ne peut pas encore déclarer 2025. C'est pas encore disponible. Généralement, ça se fait. Je peux couper? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Non, on peut pas. Ouais, c'est toujours le petit pouce. Voilà, c'est pas encore possible, c'est pas encore disponible, on peut pas encore déclarer 2025, donc c'est vrai que c'est bien de se préparer un petit peu en avance. On a envie de commencer un peu plus tôt si on a le temps maintenant, mais bizarrement ils le font plutôt, enfin ils le rendent disponible que généralement au printemps. Il n'y a pas de date vraiment définie, je crois. En tout cas, c'est pas encore disponible. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a deux, je crois qu'ils sont. Alors, si l'ancien propriétaire ou locataire n'a pas déclaré les années précédentes et que je n'ai pas les informations,
Est-ce que les objectifs sont réduits? Car je ne pourrais déclarer qu'à partir de 2025. Bah, alors globalement, il n'y a pas de réponse absolue à cette question. C'est-à-dire que ça va dépendre de chaque cas. Mais potentiellement, oui. C'est-à-dire que globalement, vous avez quand même potentiellement plus de chances de ne pas réussir à respecter, enfin de ne pas avoir un objectif relatif plus avantageux pour vous. C'est plutôt ça là. Après, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de quel était le FA avant vous. Ça se trouve, elle était très sobre en énergie, et donc ça ne vous aurait pas arrangé de toute façon. Donc ça, on ne sait pas. Mais dans le principe, oui, vous pouvez, en tout cas, vous pouvez râler auprès de, si c'est plutôt ça le sens de la question, vous pouvez râler auprès de votre propriétaire et de dire que on passe à côté. Si vous ne fournissez pas des informations, vous passez potentiellement à côté d'une possibilité d'atteindre vos objectifs plus facilement. Ça, c'est clair. Mais c'est pas non plus sûr parce que ça dépend de qui était là avant vous. Il y a une question sur l'ADEME ne semble plus donner de visibilité sur les prochaines dates de développement d'Opérat. Avez-vous des précisions sur la période de mise à disposition de l'outil de mutualisation parc immobilier? Ouais, non, je suis d'accord. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de dates, il y a plus beaucoup de dates données par l'ADEME. Pourtant, ils font encore des mises à jour, hein, mais de temps en temps. Mais moi non plus, effectivement, j'ai pas de date. Je pense qu'elle est pas. Je pense qu'elle est. Ils l'ont pas donnée. Voilà. Je pense que non. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a d'autres encore ou c'est fini? Je sais pas prise de main. Ah. Pardon. Le périmètre d'un parc pour pouvoir mutualiser les objectifs des sites, cela fonctionne du côté propriétaire du parc. Une société locataire de 5 bâtiments de propriétaires différents peut faire la même chose sur Opéra pour rattraper les bâtiments moins performants avec les plus performants. Eh ben, on ne sait pas. C'est justement toute la question. On ne sait pas actuellement si on va pouvoir mutualiser à l'échelle du propriétaire, à l'échelle du locataire, à l'échelle du couple locataire-propriétaire. De tout ça, c'est pas encore très clair. Ouais, voilà, c'est vraiment les grandes questions qui restent, hein, parce que ça va changer beaucoup. Donc, mais voilà, mais dans le doute, je vous conseille de commencer à faire les calculs comme si c'était le cas, hein, et déjà, ça vous donnera une idée. Et faites peut-être plusieurs hypothèses. Faites une hypothèse où c'est le cas, une hypothèse où c'est pas le cas, pour commencer à avoir une idée de ce que donnerait cette mutualisation. Ça, c'est bon? Si j'entre dans le dispositif avec un bâtiment neuf en 2024, mon objectif relatif 2030 est réduit à moins 24%. C'est ce que j'ai compris dans la FAQ Opérat. Alors, je sais pas, j'ai pas cette info-là. Mais si vous avez un bâtiment neuf, de toute façon, il est plus probable que vous atteigniez l'objectif absolu d'abord. Oui, c'est quand même, c'est comme ça qu'est pensé le décret tertiaire en tout cas. J'ai pas cette notion de moins 24%. Alors je j'ai pas toutes les réponses bien sûr. Donc regardez, je sais pas si on va réussir à regarder ça maintenant, mais j'ai pas la réponse. En tout cas, je peux pas vous confirmer ça. Ça c'est bon. Ok, il y a une question là après séparation. Non, c'était là-dessus. Après séparation de bâtiments en créant un nouveau compteur, par exemple, quel est le module pour faire la séparation des bâtiments sur Opera? Il n'y a pas vraiment de notion de. Alors, je ne sais pas si on parle vraiment de la même chose, mais il n'y a pas tellement de notion de bâtiment, hein, dans Opera. Opera ne parle que d'EFA. Après, il se trouve que évidemment les EFA sont contenus dans des bâtiments, mais au fond, en fait, peu importe. C'est-à-dire que si je comprends bien, vous avez un bâtiment avec plusieurs EFA, au moins deux à l'intérieur, et vous avez créé un nouveau compteur. Et donc, dans ce nouveau compteur, donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant que j'ai mis ce nouveau compteur? Globalement, il ne se passera pas grand-chose. Dans le principe, vous aviez de toute façon deux EFA avant, et ça, ou alors c'était mal fait, mais en tout cas, vous deviez avoir deux EFA avant. Et si vous aviez qu'un seul compteur pour les deux et pas d'autres sous-comptages, ça se fait en prorata au mètre carré, c'est pas compliqué. N'oubliez pas, donc à la fois non, ça se fait en prorata mètre carré et il faut le mettre dans la bonne colonne, donc c'est-à-dire la consommation, non pas une consommation privative, mais une consommation répartie dans ces cas-là. Et aussi, potentiellement, si vous avez des consommations communes, à rajouter également dans la colonne d'à côté. Colonne consommation commune. Et si vous mettez un sous-comptage, très bien, déjà ce sera plus précis. Et par contre, vous passerez juste dans la colonne de gauche, consommation privative, et vous garderez, sauf si vous avez encore de la consommation répartie, mais en tout cas, voilà, vous avez compris la différence. La seule différence se fera comme ça. Savez-vous où en sont les relances sanctions de l'ADEME? Non. J'ai pas de clients qui aujourd'hui ont été relancés ou sanctionnés. Il y a eu une grande. Sanctionner, c'est sûr que non. C'est pas encore d'actualité, hein, on n'en est pas là. Hein. Quand on voit que tout n'est pas frais je pense que c'est quand même assez évident qu'ils ne peuvent pas sanctionner tout de suite. Et des relances, on en a en fait plutôt sur les périodes qui sont proches de septembre. Souvent, ils font un grand batch avant et un grand batch après.
D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié une nouveauté sur Opera. Tiens, bah, je vous la fais un peu en live. C'est qu'effectivement, maintenant, parce que c'est un petit peu lié aux relances, parce qu'ils en ont profité, ils l'ont fait suite à aux relances. Effectivement, maintenant, sur les nouvelles déclaration, quand on fait une déclaration sur 2024, par exemple, on va avoir un petit système d'alerte, avec des petites alertes en disant, bah, attention, j'ai analysé que l'année précédente, vous aviez 2 fois plus de conso, ou vous aviez des surfaces qui n'avaient rien à voir, ce genre de choses. Donc, ils n'ont pas d'impact à part vous alerter. Ça fait penser à ça parce que quand ils font des relances, souvent, et ces derniers temps, ils mettent aussi ces petites alertes-là. Donc maintenant, ils les ont appliquées, en fait, ces alertes-là sur Opera. Désolé, j'aurais dû le mettre dans mes slides. Lorsqu'on segmente un bâtiment, nous devons sous-compter. Non. Non. Alors attention, hein, quand on segmente un bâtiment, on ne doit pas du tout donner la consommation par sous-catégorie. Il ne faut pas du tout dire ma zone de salle de réunion, elle consomme tant et ma zone de bureau consomme tant. Pas du tout. La déclaration de consommation reste à l'échelle de l'EFA et la segmentation n'a aucun impact là-dessus. Donc pas de problème, il faut segmenter au maximum et il n'y a pas plus d'impact. Le sous-comptage est obligatoire. Il est obligatoire dans le décret BAX, mais c'est tout. Et ça n'a pas tellement de rapport. Enfin. Mais sinon, voilà. Au pire, c'est du prorata mètre carré, mais vous n'en avez pas besoin sur tout ce qui concerne la segmentation d'une EFA. Vous en avez juste besoin pour séparer 2 EFA entre elles. Une question, peut-on choisir les sites à intégrer dans la mutualisation? Même question, non? Même réponse, non? Pour le moment, on ne sait pas. A priori, l'idée, quand même, c'est que Opérat va, enfin, de ce qui est marqué en tout cas, va par défaut vous proposer un périmètre, si on ne sait pas encore très bien à quelle échelle. C'est-à-dire qu'il va vous proposer par défaut de récupérer de ce qui est disponible dans le. Je garde mon pot commun, hein, de ce qui est disponible dans le pot commun, de l'appliquer aux EFA qui seront le plus proches d'atteindre votre objectif dans votre structure Opéra. Votre structure Opéra, vous savez, en haut à droite, là, vous choisissez votre structure. Donc, vous allez avoir plusieurs EFA là-dedans. Et donc, là-dedans, par défaut, Opéra va vous proposer de combler les écarts les plus petits pour avoir le maximum de FA qui répondent à l'objectif, plutôt que de l'appliquer à ceux qui sont le plus loin pour les rapprocher de l'objectif. Voilà. J'espère que c'était clair. Il y a une dernière question. J'ai des attestations numériques annuelles où le suivi période 2020-2030, dernier encart tout en bas de la feuille, n'apparaît pas en indiquant données non disponibles dans cette situation. Ah oui. L'attestation sera automatiquement mise à jour dès que les valeurs pourront être déterminées. Pourtant, les indications sont bien dans Opérat. Est-ce que tu as déjà eu ce problème? Moi, j'ai déjà vu, et ils en parlent dans le dernier. Alors, en fait, ils disent qu'il manque qu'il y a quelque chose qui n'est pas rempli dans les ressources d'Opéra. Je vous invite à aller dans les ressources. Attends, je peux le faire en live, là, on prend 2 secondes. Ah, tu l'as fermé? Non, je dis live. Tu peux aller dans ressources d'Opéra. On a l'autre ordi en live. Dans les ressources d'Opéra, vous avez le guide utilisateur Opéra-objectif et attestation septembre 2025 qui parle de ce problème-là. Donc après, bon, faut voir appliquer à votre situation particulière, mais je vous invite à aller regarder cette partie-là, et c'est vers la fin du document de tête qu'ils en parlent. Voilà, c'est là. À peu près slide non, peut-être après. Est-ce qu'il y a des informations non disponibles? Ouais, voilà. C'est la slide 21. Bah, c'est la dernière. Voilà, bah, la dernière slide, il parle de cette situation-là. Donc voilà, ça dépend un peu de chaque situation. Je pense qu'on a terminé, on a fait le tour des questions. Oui. Les questions seront archivées avec le replay. Du coup, vous y aurez accès. Eh ben, on s'arrête là. Merci d'être venu. Merci. De nous avoir écoutés. Et donc, le replay est disponible la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Il y a la technique derrière l'écran qui nous Allez, bonne journée à toutes et à tous. Journée. Et à bientôt. Au revoir.